bonjour à tous, vous nous entendez? Vous nous entendez, c'est bon? Oui. Ouais, voilà, parfait, parfait, ça y est, on voit les pouces levés. Désolé de ce petit retard, il fallait que tout le monde s'installe. Ravi de vous retrouver pour ce Hub Éco RSE, placé sous le signe dans quelle mesure la RSE accroît-elle la performance économique. Donc, ça va se passer avec plusieurs étapes. On va vous donner quelques news sur la RSE. En termes de notions économiques. On aura l'occasion d'écouter deux startups, Listen Léon et Basile. Une qui renforce les liens entre les salariés et qui a trouvé un business model sur faire des compliments. Donc ça sera très intéressant de voir ça. Et une sur la food tech. J'ai dit que c'était les métiers de la restauration. Pas du tout, j'ai rien compris. Donc on va essayer de comprendre ensemble. Et puis ensuite, on aura l'occasion d'entendre Romain Ruth, qui est dirigeant de l'entreprise de cosmétiques Biofloram, qui est axé sur la phytothérapie, l'aromathérapie, qui a fait beaucoup de choses en termes de RSE. Et à la fin, nous aurons le plaisir d'écouter vos news, à vous, partenaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir uniquement l'actualité, ce qui est chaud, ce que vous sortez, vos événements, vos projets. Pas tout ce que vous faites, pas la liste à prévère de toutes vos actions RSE, juste l'actualité imminente que vous avez. Voilà, j'aurai le plaisir d'animer ce Hub Éco RSE avec Marie-Cécile Béranger, qui est chef du service économie sociale RSE de la Provence. On est bon, Marie-Cécile? On est bon. Super. Alors, quelques news sur la RSE. Déjà, il est à noter que les entreprises qui font de la RSE, d'après toutes les études, elles ont 13% en moyenne de résultats plus élevés que les entreprises qui ne font pas de la RSE. Voilà. Donc on voit que quand on parle de performance économique, la RSE est totalement dans le cadre. Les entreprises qui font de la RSE, bien sûr, dépendent aussi du nombre de salariés. C'est-à-dire qu'on trouve 23% de TPE qui font de la RSE, 54% dans les ETI et plus de 80% dans les grandes entreprises. Voilà. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, et notamment sur les entreprises familiales. Donc 61% des entreprises familiales ont essuyé des baisses de ventes, mais seulement 11% d'entre elles ont fait appel à des capitaux externes. Et donc, elles avaient plus de liquidité que les entreprises non familiales. Ils ont fait un effort significatif puisqu'ils ont réduit de 41% leurs dividendes contre 34% au niveau mondial. Et 1/5 des 4 dirigeants ont baissé leurs bonus et salaires. Et pourquoi les entreprises familiales réussissent mieux que les autres entreprises? C'est parce que justement, leur gouvernance est plus agile pour agir. Selon eux, 87% des entreprises jugent que leur raison d'être et leurs valeurs se sont révélées fondamentales pour faire face à la crise. Et 80% des entreprises françaises ont fait de la sauvegarde de l'emploi leur priorité, contre 71% à l'échelle mondiale. Voilà un petit panorama des entreprises et de comment chacun gère sa responsabilité. Puisque la RSE, c'est avant tout la responsabilité. Chacun y met les limites qu'il souhaite. Elle commence là où vous le souhaitez, elle s'arrête là où vous le souhaitez. C'est ce qui fait la pluralité de toutes les entreprises. Autre news, 85% des directeurs financiers des grands groupes estiment que la crise sanitaire a accéléré l'intégration des enjeux RSE dans la stratégie d'entreprise. Pourquoi? Par la pression citoyenne à 30%, par le cadre réglementaire à 24%, et enfin, il y a 24% des entreprises qui ont compris que ça crée des nouvelles opportunités et qu'il fallait s'y précipiter. Et enfin, 22% ont réorienté des flux de financement vers des activités plus durables. Donc, il y a eu des mutations de modèles économiques. Enfin, 66% des investisseurs interrogés qui souhaitent mettre de l'argent dans une entreprise, souhaitent qu'une entreprise intègre la RSE parce qu'elle est bonne pour la création de valeur. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas encore convaincus que la RSE est un gage de performance économique, eh bien nous allons vous le prouver avec les entreprises présentes. Et voilà, et j'oublie les dernières choses, bien entendu on est à votre disposition. Donc si vous, partenaires du Hub Éco et du Hub RSE, puisqu'on a le plaisir d'avoir bien ces deux hubs mélangés aujourd'hui, n'hésitez pas à poser des questions, à vous manifester, puisque nous sommes d'abord là pour vous. Voilà. Marie-Cécile, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'était parfait. Ok, eh ben, peut-être que tu peux nous présenter les startups. Marion Chopin, qui a fondé Listen Léon.
Donc il y a une appli qui véhicule de la bienveillance. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu cette idée-là, de quel constat vous êtes parti, de quel besoin, et comment on peut arriver à véhiculer de la bienveillance dans l'entreprise? Oui, merci. Bonjour à tous. Je rappelle, Listen Léon, c'est une start-up créée il y a 2 ans. C'est ça, avril 2018. Septembre 2018. Voilà. Et vous êtes 6 salariés. Et 3 associés. Oui, c'est ça. Merci, bonjour à tous. Peut-être juste pour rappeler, notre mission, c'est de vous aider à prendre soin de vos collaborateurs, parce qu'on l'a vu pendant cette crise, c'est ça qui permet à une équipe d'être plus performante. Donc, pour répondre à votre question, comment nous est venue l'idée, c'est en fait une histoire très personnelle où je prenais un nouveau poste et j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort. Et en fait, je ne pensais pas avoir les capacités pour y arriver. J'étais assez terrifiée avec ce nouveau poste. Et puis, j'ai surpris une conversation entre un manager et une autre personne de cette boîte. Et tous les deux étaient en train de mettre en valeur des forces que je ne pensais pas avoir. Et ça a eu un impact incroyable sur mon engagement, sur ma créativité. Et vraiment, ça a été assez incroyable. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'ose pas? Pourquoi on attend trop souvent les départs pour reconnaître en fait et apprécier les personnes avec qui on travaille, avec qui on bosse et qui font le cœur d'une organisation, ces salariés. Donc voilà pour l'historique. Parce qu'en fait, si vous n'aviez pas surpris cette conversation, vous ne l'auriez jamais su. Exactement, mais exactement. Et en fait, on sous-estime le pouvoir de la reconnaissance et le pouvoir en fait, de parole appréciative et le pouvoir de l'appréciation en entreprise. Et donc c'est là-dessus, c'est notre mission, c'est de vous aider à renforcer et à activer ce pouvoir-là et à renforcer les liens entre les collaborateurs. Alors comment ça fonctionne? Comment on arrive à transmettre ça? Et on le fait donc grâce à une application qui permet d'envoyer des compliments anonymes avec les personnes avec qui on travaille. Anonyme parce que c'est la garantie d'un compliment sincère, gratuit, authentique et sans rien attendre en retour, sans contrepartie. Parce que si c'est signé par votre boss, par votre manager, ok, il me valorise parce qu'il a envie que je sois plus performant et plus motivant. Là, c'est juste un mouvement en fait, vraiment altruiste dans les organisations. Donc l'appli, aujourd'hui, qui vous fait confiance avec cette appli et par exemple, si vous avez un exemple d'entreprise où elle est utilisée, ça se traduit par quoi dans la vie de l'entreprise? Alors en fait, on a commencé au début avec des grandes organisations pour une question de crédibilité parce que je pense qu'avant la crise Covid, parler de compliments dans l'entreprise, c'était ça pouvait paraître un peu utopiste. Maintenant, c'est une nécessité. Je pense qu'il y a eu un vrai avant et après Covid où on s'est rendu compte qu'en temps de crise où tout est négatif à l'extérieur de l'organisation, il nous fallait des news positives, il nous fallait apporter un peu plus de positivité dans l'équipe. Et donc, il y a eu un sursaut d'humanité, en tout cas, de nouvelles organisations qui nous font confiance aujourd'hui, qui sont plus des organisations à taille, des PME, plutôt que des grands groupes. Alors avant, on travaillait avec Airbus, on travaillait on travaille toujours avec Airbus, on travaille aussi avec RTE et d'autres grandes organisations, et de plus en plus avec des plus petites organisations. Et je vous avoue que c'est ce qui nous fait vraiment vibrer chez Listen Léon parce que ça va plus vite. En fait, aujourd'hui, comment ça se matérialise? C'est simplement un manager qui a envie de prendre soin différemment de ses collaborateurs, qui a envie de mettre l'accent sur les soft skills de ses collaborateurs, qui nous appellent, nous font confiance, et puis on y va de façon très bottom-up dans l'organisation. C'est au sein d'un département qui va aller essaimer Listen Léon dans le reste de l'organisation. Et ensuite, la partie aussi intéressante pour les dirigeants, c'est qu'on va, grâce aux technos de l'intelligence artificielle, en fait, on va analyser la sémantique de votre compliment pour en extraire ces fameuses soft skills, ces compétences comportementales qui sont clés pour la performance de l'organisation demain. Et donc, chaque collaborateur va avoir la cartographie de ses forces en temps réel vue par ses pairs. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Génial. Pourtant, je connais bien le sujet, faire la bienveillance, etc. Déjà, moi, il y a une chose qui m'étonne. Vous créez une start-up, donc vous créez une start-up sur un modèle économique, et vous dites, ce modèle économique, c'est je vais envoyer des compliments, je vais demander aux entreprises d'envoyer des compliments à leurs salariés et de travailler sur la bienveillance. En fait, la bienveillance, c'est un peu un mot valise. Tout le monde parle de bienveillance. Nous, en fait, on veut donner corps et concrètement, c'est quoi la bienveillance? C'est que
tu te sentes bien dans ton organisation. Et pour te sentir bien, il faut juste que tu sois apprécié et valorisé. Et en fait, pour rebondir sur vos stats de tout à l'heure, France Stratégie, France Stratégie, c'est ça, qui expliquait que, en fait, quand des entreprises mettent en place des politiques RSE dans le domaine des ressources humaines, elles ont 20% de performance économique de plus supérieure aux autres. Donc, en fait, on n'a plus besoin de convaincre. C'est une évidence que prendre soin de ses collaborateurs en les valorisant, en travaillant sur leurs forces, ça va rendre l'équipe plus efficace et plus performante. C'est ça notre mission. Pour voir comment ça fonctionne, ça veut dire que dans un service, par exemple, moi, c'est le manager qui envoie ou c'est tout le monde qui envoie des messages je décide que Philippe est très performant et je lui envoie avec l'appli un message anonyme. Oui, en fait, c'est exactement. C'est une application. C'est le pouvoir de la reconnaissance collaborative. Vous avez parlé de ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que trop souvent, on attend que la reconnaissance vienne du manager. Et en fait, le point de départ, c'est de se dire, en fait, on a tous cette responsabilité-là de reconnaître les personnes qu'on côtoie au quotidien. Et en fait, c'est de se dire, c'est aussi un peu enlever cette responsabilité, pas uniquement au manager, mais en fait, nous, en tant que collègues, on a aussi cette responsabilité de prendre soin les uns des autres dans le monde du travail. Donc, c'est d'un manager à un salarié ou de collaborateurs entre eux. Et en fait, c'est anonyme, ça c'est super important parce que c'est vraiment la garantie d'un compliment sincère. Et en fait, je pense que la sincérité, c'est la clé pour que ces politiques RSE, ça ne soit pas uniquement des effets de com'. Il faut que ça soit vraiment voulu et sincère. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rentrez dans une entreprise et que moi, je suis manager et que vous m'expliquez ça, en gros, j'ai une boîte à cadeaux que j'offre à tous mes salariés et à moi-même aussi, qui me donne la possibilité tous les matins, enfin quand je souhaite, d'envoyer des strokes positives à n'importe qui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Sauf que ce n'est pas des strokes. En fait, ce n'est pas des bravos, ce n'est pas merci pour ta présentation. En fait, pour activer le pouvoir de la reconnaissance, de la gratitude, il faut que ce soit des paroles longues. Donc, c'est 140 caractères minimum. On n'est pas un réseau social, on est un réseau à impact social. Et donc, ce n'est pas des strokes, c'est vraiment des pouvoirs, enfin des paroles valorisantes. Je dois dire, je t'ai trouvé super performant, mais je vais t'expliquer pourquoi. Oui, parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse derrière, c'est que tu vas révéler les forces du collaborateur. Et si c'est juste un bravo, merci pour ta présentation, je ne sais pas en quoi ton comportement a été vertueux, en fait, et qui est bon pour mon organisation. Et donc, ça crée une attente où tous les jours, les gens regardent leur application pour se dire, tiens, est-ce que je n'ai pas reçu? Parce qu'on sait que la flatterie, c'est parler de moi, parler de moi, parler de moi, parler de moi, et je serai un homme heureux ou une femme heureuse. En fait, c'est un peu ça, quoi. Et non, surtout pas. Et c'est pour ça que c'est bien pensé chez Léon. On a des lois Léon. Et pourquoi Léon? Léon, parce que c'est notre mascotte, c'est Léon, c'est le pan. Et en fait, lorsqu'il prend conscience de ses forces, il rayonne. Lorsqu'il fait la roue, c'est en fait la roue de vos forces vue par le regard des autres. Parce que vous voyez les ocelles qu'il y a sur les plumes de pan, c'est Héra, selon la mythologie grecque, qui a apposé sur cet être majestueux ces fameux ocelles en hommage à son ange gardien Argos qui avait 100 yeux. Donc en fait, l'idée, c'est que révéler vos forces, elles vous protègent. Mais vraiment, je pense qu'en France, on insiste un peu trop sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas, sur les faiblesses de nos collaborateurs. Et en fait, c'est vachement plus efficace de travailler sur nos forces. Donc, et est-ce que vous travaillez aussi sur le développement de la bienveillance dans une entreprise? Parce que la bienveillance, effectivement, c'est un mot valise, vous l'avez dit, c'est un mot tiroir. La logique, c'est que forcément, une entreprise qui a de plus de bienveillance et qui est la plus humaine possible, logiquement, les salariés se sentent en meilleures conditions pour travailler et étant plus motivés, sont plus productifs. C'est ce qui crée de la richesse. OK. Mais comment on crée ça? Et comment on le mesure aussi? Voilà, comment on crée, comment on le mesure? Des retours sur, et puis, on a quand même aussi en face de nous des groupes importants. C'est beaucoup plus facile de faire ça dans une petite entreprise. Comment on fait ça dans un groupe? Et puis, de faire, comment on passe d'une appli à aussi un accompagnement présentiel, quoi. Ouais, c'est super. Enfin, il y a plein de questions, mais peut-être la première, et c'est effectivement, c'est un mouvement en fait qu'on met en place dans les organisations. L'application, c'est juste en fait un outil. L'idée, c'est que tu aies ce mouvement, c'est des rituels, une dynamique d'équipe autour de Listen Léon. Donc, on va accompagner aussi les équipes. Donc, on a l'application et on a aussi des ateliers. Et en fait, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que notamment, il y a un client, Airbus Helicopters, qui disait qu'au bout d'un an de Listen Léon dans son équipe, disait mais c'est devenu
Léon fait partie de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en réunion, les gens se disent « Tiens, ça mérite un Léon ». Et donc, je vais oser le dire aussi. Parce que nous, on croit beaucoup au pouvoir de l'écrit, donc l'application, parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais on veut que tu oses aussi le dire à l'oral, aussi en public. Ça veut dire quoi? Que vous permettez une prise de conscience, Oui. le fait d'avoir une répétition, un petit rituel chaque jour d'écrire quelque chose, c'est une prise de conscience que finalement les managers ou les gens ont pour qu'en présentiel, on se dise enfin ce qui fonctionne. Oui, et pas que, c'est complémentaire. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que vous dites tout à l'heure, c'est un mouvement, donc ça fait partie de la vie de l'entreprise. C'est ça qu'on veut faire. On veut qu'on ose dire aux autres ce qu'ils savent bien faire, en fait, et que tu capitalises sur tes forces pour être plus performant et efficace dans ton travail, en fait. Ok, on va voir avec nos partenaires. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Est-ce que comment vous intégrez la bienveillance dans vos entreprises? Est-ce que c'est une notion à laquelle vous réfléchissez? Est-ce que pour vous... Ok. Est-ce que pour vous, excusez-moi, mais j'ai des cibles de tous les côtés. C'est pour ça que si vous me voyez tourner la tête, regarder le téléphone, etc., c'est que de tous les côtés, la régie me bombarde en disant il y a lui qui veut parler, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, donc on va essayer de se concentrer. Voilà, donc est-ce que vous avez dans vos entreprises, bien sûr, vous allez tous dire, bien sûr qu'on a le souci de la bienveillance, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour créer cet état d'esprit? Je crois qu'il y a Aline Moreau qui veut s'exprimer de la Caisse d'épargne. Aline Moreau, bonjour. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de me donner la parole. Oui, je suis ravie, c'est super intéressant. Alors, la bienveillance à la Caisse d'épargne CEPAC, et je vais vraiment rester sur l'actu, hein, comme tu nous l'as demandé. C'est vraiment un élément de la QVT au sens large, hein, mais la QVT, ça va beaucoup plus loin que la simple reconnaissance au quotidien des collaborateurs. Nous, ça passe aussi par deux exemples concrets. Alors, on a une étude diapason baromètre annuelle avec Ipsos pour que les collaborateurs mesurent leur engagement, leur fierté, leur reconnaissance par le manager et autres. Mais surtout, on pense que la bienveillance, c'est pas que de la reconnaissance comme ça au fil de l'eau, le retour vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est aussi de valoriser leur engagement dans la vie de tous les jours et dans leur vie aussi extra-entreprise. Donc, on a lancé un appel à projet citoyen l'an dernier et là, on lance l'appel à projet saison 2 qui, en fait, valorise l'engagement de nos collaborateurs dans des associations en dehors de leur entreprise. Donc, on n'est pas encore sur le mécénat de compétences qu'on met en place aussi également, mais c'est de dire, on a des collaborateurs, ils sont engagés en dehors de leur entreprise aussi dans le tissu associatif et de façon bénévole et citoyenne, et on valorise leur engagement, on prépare un jury, on valorise les différentes associations auxquelles ils participent, et puis on abonde après un choix de collaborateurs, cette association. Donc voilà, c'est un exemple très concret, comme tu le demandais, c'est de dire la reconnaissance, elle passe pas que par la reconnaissance verbale des compétences et des talents au quotidien dans son travail, mais elle passe aussi par la valorisation de la personne au-delà même du travail et de son entreprise. Donc, c'était un petit exemple concret. Ouais, donc la reconnaissance pour vous, c'est le chapeau global dans lequel il y a la brique de la bienveillance, en fait. Voilà. Et puis, il y a l'engagement citoyen de nos collaborateurs. Et puis, au-delà de ça, juste pour dire, c'est aussi, au-delà du collaborateur, tenir compte des situations des uns et des autres. On parle de bienveillance, on a signé la charte Cancer at Work l'an dernier. C'est comment on gère l'inclusion et le retour au travail des personnes touchées par la maladie. C'est la mixité, c'est la diversité. Et puis, c'est comment on met en place toute la transversalité pour travailler en commun, quoi. Ça va au-delà de ce compliment au quotidien. Oui. Est-ce que tu parlais du baromètre annuel qui permet de... Ouais. Ouais, ça consiste en quoi précisément? Alors en fait, c'est un baromètre qui mesure la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Tu sais, dans les entreprises, aujourd'hui, on parle beaucoup de la symétrie des attentions. Donc, un collaborateur engagé, ça permet d'avoir un client satisfait, ça permet d'avoir une entreprise avec une performance durable. Et c'est un cercle vertueux et les trois se nourrissent. Et on a besoin de mesurer l'engagement des collaborateurs, hein, pas que d'un point de vue purement philanthropique, mais pour mesurer son lien, son attachement et son bien-être dans l'entreprise. Et Ipsos a un baromètre qui est propre à pas mal d'entreprises. Nous, on se mesure entre caisses d'épargne ou avec les autres entreprises du groupe BPCE. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur certains items comment chaque année, d'une année sur l'autre, certains items progressent.
Donc, par exemple, est-ce que je me sens acteur du changement dans mon entreprise? Vous savez, il y a beaucoup de chantiers de transformation, on parle beaucoup de collaboratifs et de coopératifs, mais c'est souvent des fois l'apanage des managers seulement. Là, c'est vraiment au niveau de l'ensemble de nos 3180 collaborateurs, mesurer vraiment comment chacun se sent acteur du changement, acteur des transformations de l'entreprise. Est-ce qu'il se sent reconnu au quotidien dans son travail? Est-ce qu'il est assez valorisé? Sa qualité de vie et la qualité de ses conditions de travail. Et vu que c'est un baromètre identique à plusieurs entreprises du groupe et aussi qui est renouvelé chaque année, ça permet de suivre des indicateurs quantitatifs sur l'engagement et le bien-être des collaborateurs au travail. Merci Aline. D'autres exemples plus axés sur justement comment on développe, on parlait des soft skills, donc les soft skills c'est toutes les compétences humaines et pas les compétences d'un CV, etc. Comment vous faites dans vos entreprises pour les révéler et les faire savoir? Personne ne veut prendre la parole? Moi, j'avais une question. Dans ce que disait Marion, finalement, Listen Léon, c'est aussi une façon de renforcer le collectif, puisque quand on fait un compliment à son collègue, on fait presque un compliment. La philosophie, j'ai bien compris, c'est presque faire un compliment à l'entreprise. C'est dire, l'un d'entre nous est performant, ça renforce la performance du groupe. Oui, et en plus, il y a une stat qui dit que 80% des employés, quand ils se sentent appréciés, travaillent plus dur et mieux ensemble. Donc, c'est le « et » qui est important. Et en fait, effectivement, ça a un impact sur le collectif. Pourquoi aussi? Et ça, c'est le pouvoir de l'anonymat. C'est qu'en fait, potentiellement, c'est toi qui vas me faire ce compliment, mais potentiellement, c'est aussi toi. Donc, j'ai confiance en moi. Et je pense que le vecteur de performance, à titre individuel, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Et en fait, c'est ça qu'on va aller chercher. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est un levier de performance hyper puissant. C'est parce que aussi, c'est inconditionnel. Tu parlais aussi des soft skills. Les soft skills, c'est je suis reconnue pour qui je suis. Et en fait, ça, c'est hyper puissant en termes d'engagement. Mario Chopin, merci. Restez avec nous, peut-être que vous pourrez réagir après, mais on a deux autres invités. On va recevoir Gunay Desjarly, qui a créé l'entreprise Basile. Vous avez déjà 37 salariés, alors que vous avez été créé en avril 2017. Donc, c'est quand même une start-up qui est quand même très développée. Alors, pour ma part, je ne sais pas trop ce que ça veut dire une start-up. Je suis navré, hein. On est une petite PME, c'est indéniable. On est 37, on a même rentabilisé la société depuis 2018. Et pour être plus précis, j'ai cofondé, donc j'ai deux associés, Laura et Damien. Effectivement, donc notre mission chez Basile, c'est de rendre accessible le bien manger. Tout le monde souhaite bien manger. Les consciences commencent à s'éveiller de plus en plus sur ces sujets-là. Sauf que nous, on a remarqué qu'il y a un gap entre le pouvoir et le vouloir. Bien manger, c'est compliqué. L'accessibilité, les prix également, ça coûte cher de bien manger. Et donc nous, notre mission, c'est de rendre accessible ce bien manger-là. Et pour ce faire, on a internalisé toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a 3 grands métiers chez Basile. Le premier grand métier, c'est la cuisine. On a une brigade de cuisiniers qui cuisinent tous les jours des produits locaux. On a à peu près plus de 500 recettes en base qui tournent quasiment tous les jours. Le deuxième grand métier, c'est la logistique. Donc, on a une flotte de véhicules qui livrent tous les jours nos clients. Et le troisième grand métier, c'est le digital. Donc, on a une équipe de développeurs qui essaie de digitaliser un maximum l'ensemble de nos métiers pour optimiser et rationaliser notre travail. On opère sur 2 marchés. Le marché de l'entreprise, où notamment on pose des frigos connectés dans des sociétés. Du coup, on rend accessible la cantine d'entreprise à des PME et des ETI. On opère de Sophia Antipolis jusqu'à Toulouse aujourd'hui. Bientôt, on sera à Lyon également. Et le deuxième marché, c'est le marché des seniors. Donc pareil, rendre accessible le bien manger au quotidien pour les seniors. Ok, mais il y a plein de boîtes comme vous qui disent la même chose et qui ne réussissent pas comme vous. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes, il y a plein de traiteurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent commercialiser leur nourriture auprès des entreprises, qui parlent du bio ou qui parlent de l'économie locale. Il y en a qui veulent livrer, comme vous. Et vous, quand même, en 2 ans, en 3 ans, vous êtes à 37 salariés. Effectivement, vous n'êtes plus une start-up, vous êtes une PME, mais moi, on m'a dit que vous êtes dans la start-up. Et vous-même, vous m'avez engueulé en me disant « Ah, moi, je ne suis pas restauration, moi, je suis food tech ». Voilà, c'est quoi qui fait votre réussite à vous? Alors, je ne me permettrai pas de vous engueuler. Hein. Si, vous avez râlé, vous avez dit « Ah, mais pas du tout ». Donc
qu'effectivement, on n'est pas du tout une restauration parce que, comme j'ai pu vous le dire, on a des métiers très différents de la restauration dite classique. Donc concrètement, ce qui fait le sel de Basile, c'est de deux ordres. Le premier, c'est l'aspect technologique, puisqu'on a des développeurs qui travaillent au quotidien pour rationaliser plusieurs métiers. On a de l'intelligence artificielle qui tourne derrière pour proposer des plats les plus, je dirais, qui pourraient plaire un maximum aux consommateurs finaux. On a des outils prédictifs, etc., pour minimiser la casse et du coup, in fine, avoir une société qui grandit comme ça. Et le deuxième point, c'est qu'on a un aspect opérationnel qui est assez complexe. C'est une grosse barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'au sein même d'une société, on a trois métiers qui sont complètement différents. Livrer des repas qui sont produits depuis Marseille dans X villes en France, avec des denrées périssables de surcroît, c'est une complexité opérationnelle assez importante. Et c'est pour ça que nous, on arrive justement à grandir si vite. C'est qu'on a réussi à internaliser ces trois métiers-là et grâce à la technologie, les optimiser, les rationaliser. Alors, pour vous, la RSE, en tant que PME, donc, PME de service en direction du monde de l'entreprise, entre autres, parce que vous faites aussi les seniors, est-ce que la RSE, c'est un levier de croissance pour vous? Parce que vous parlez du bien manger, ça en fait partie des circuits courts. Dans les actus tout à l'heure, on aurait pu, j'y ai pas pensé, mais on aurait pu mentionner, puisqu'on parle de restauration collective, par exemple, le groupe CMA-CGM récemment a changé d'opérateur pour sa restauration. Et en fait, dans le choix qui a été fait, l'une des raisons avancées, c'est justement la RSE, c'est privilégier des producteurs locaux, des circuits courts et donc une offre de restauration qui évoque ces points-là. Donc est-ce que vous le constatez quand vous allez voir des entreprises, vous parliez de vos frigos connectés, mais donc avec derrière des plats qui sont faits dans votre cuisine, qui sont faits avec des produits régionaux, est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez monter en puissance? Alors c'est indéniable, je vais même dire c'est indubitatif puisque je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 ans de cela, on a répondu à un appel d'offres pour une société et on l'a perdu. Et dans le cadre de la notation qu'on a reçue, on était devant tout le monde, sauf que sur la partie RSE, on a perdu parce qu'il y avait une société qui répondait à des exigences, à des critères que la société avait posés. Et donc nous, on n'avait pas assez de, on était la deuxième note concrètement sur la partie RSE. Et lesquels, par exemple, vous n'aviez pas? Concrètement, la société nous demandait d'avoir une offre bio à 100%. Or, ce n'est pas le cas. Nous, on privilégie le local plus que le bio. Parce que je rappelle que le bio, c'est simplement 5% des surfaces cultivées en France, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand on veut du bio, grosso modo, c'est du bio importé et donc avec des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de carbone beaucoup plus importantes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis le jour 0 de Basile, concrètement, c'est de privilégier le produit local au produit bio. S'il y a du bio en local, tant mieux. Mais en tout cas, on préfère, je dirais, acheter chez le producteur qui est à 50-100 km de nous plutôt que acheter du péruvien ou je ne sais où. Donc minimiser les kilomètres parcourus par les denrées qu'on utilise au quotidien. Et nous, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a un sujet sur lequel nous, on est très sensible, c'est l'alimentation solidaire. Concrètement, en France, il y a une insécurité alimentaire assez importante. On voit des chiffres assez abyssaux. Les Restos du Cœur qui distribuent 130 millions de repas à l'année, 8 millions de Français qui vont aller dans des associations qui font des dons alimentaires. Et donc nous, notre mission, c'est de rendre accessible le bien manger. Et donc on essaie de travailler de concert avec pas mal d'associations qui travaillent dans les dons alimentaires. La principale association, c'est le Secours Populaire. Donc depuis la création de Basile, on a donné plus de 24 000 repas. Donc à notre échelle, c'est beaucoup. Mais là, c'est important. Ça veut dire qu'au départ de la création de votre entreprise, vous aviez cette perspective de dire, nous, on crée une entreprise, on veut faire de la rentabilité économique, mais pas que. Ça veut dire qu'on a aussi une utilité sociale et si on arrive à faire ce qu'on croit faire, on va aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir accéder aux mêmes biens et services que je propose à des entreprises. Exactement. Je pense qu'il y a une équation qui fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut être une société à forte croissance, comme nous le sommes, c'est-à-dire que nous, on fait des taux de croissance autour de 10 à 15% par mois, et avoir un impact social important, en tout cas à notre échelle. Concrètement, les dons qu'on donne aux associations, c'est des points de marge en moins sur notre activité, hein, faut pas se le cacher, c'est des dons. Pour autant, on estime qu'à moyen long terme, le ROI il est positif pour la société.
Je vous parlais tout à l'heure de l'appel d'offres qu'on a perdu il y a 2 ans de cela. Aujourd'hui, on les gagne, les appels d'offres, parce qu'on a une politique RSE qui est beaucoup plus développée. Et c'est quelque chose qui parle à nos consommateurs, mais également aux entreprises avec lesquelles on travaille. Quand une personne va commander Basile, il ne va pas que commander le repas. Il va commander également l'histoire qu'il y a derrière et les engagements sociétaux de la société. Les valeurs que porte l'entreprise. Exactement. Donc nous, on a 3 valeurs qui sont très importantes chez Basile. La première, c'est l'accessibilité, ce dont je vous parlais. Par exemple, les premiers prix commencent à 6 € pour un déjeuner. C'est accessible. La deuxième partie, c'est la partie humaine. C'est-à-dire que pour nous, le repas, c'est un moment de fédérateur où on partage. Et troisièmement, c'est la partie solidarité. C'est-à-dire, en mangeant Basile, je peux avoir également un impact sur des populations un petit peu plus fragiles. Alors peut-être nos partenaires sur cette question parce que ça paraît aujourd'hui la RSE, on voit qu'elle est un petit peu partout, y compris dans le choix qu'on peut faire en tant qu'entreprise de quelle restauration pour mes salariés, quel type d'approvisionnement. La RSE, c'est une stratégie, hein. Donc ça se pense effectivement. Est-ce que parmi vous, il y a des exemples comme ça de lieux peut-être qui peuvent paraître inattendus où la RSE c'est aussi immiscé et aussi devenu un critère de choix? Alors là, je pense qu'ils vont tous répondre. Je sais pas. Nous, on ne voit pas qui répond. En fait, si vous ne nous dites pas qui doit parler, la Provence, on ne sait pas qui veut parler. Ah, voilà, on t'a écrit à toi. Oui, alors Aline veut répondre. Oui, mais enfin, s'il y a d'autres entreprises, parce qu'Aline a déjà pris la parole, donc vous êtes très nombreux, mais on ne voit pas qui veut parler. Alors maintenant, il y a Catherine Ginès qui veut répondre, mais après, je veux bien m'exprimer après Catherine. Bonjour, bonjour, je suis Catherine Ginest et aujourd'hui je représente la Chambre de commerce d'Aix-Marseille en tant qu'élue. Donc je me permettais de rebondir parce que déjà pour féliciter les entreprises en fait d'intégrer la RSE et de la représenter. Donc nous, la Chambre de commerce, je suis élue et je suis responsable de l'entrepreneuriat. Donc bien entendu, j'intègre la RSE dans le cadre de la Chambre. J'avais 2 points en fait à signaler et justement pour répondre à la demande de Philippe à rester dans l'actualité. D'une part, en fait, il y a cet aspect de proximité qui est très, très important pour nous. On représente aujourd'hui, on fédère 134 000 entreprises du territoire. Donc, c'est comme le disait Gunet, c'est les accompagner sur cet aspect de labellisation, ou en tout cas de repères qu'on doit avoir quand on fait des appels d'offres. Ça, c'est très important. Les entreprises nous sollicitent énormément sur ce sujet-là. Et le deuxième point, c'est effectivement que nous avons créé le MBA, qui est le Métropole Business Act, qui permet en fait de faire un pont entre des appels d'offres, en tout cas des grands comptes, des grandes entreprises, et puis des entreprises qui sont en local, en proximité, pour justement faire du business sur le territoire. Donc ça, je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme, le Métropole Business Act, qui a créé, alors je ne veux pas dire... On a un premier bilan du Métropole Business Act, ça donne quoi? Et on a eu 5 000 mises en relation en fait, d'entreprises et plus de 1000 adhérents. On a 1111 adhérents aujourd'hui sur la plateforme avec des grands comptes comme ITER notamment, avec des rencontres qui se font. Alors, on l'espère très bientôt en physique, mais en tout cas, c'est une belle démarche qui fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'on a, après, ce que je voulais dire, je vais laisser la parole aux autres personnes, c'est vrai qu'on a en interne, la Chambre de commerce a procédé à une énorme transformation. Donc de la part de ces 280 collaborateurs, ça a été rassembler les collaborateurs qui ne soient pas en fait dans plusieurs lieux. Donc le Palais de la Bourse a été complètement transformé, réhabilité avec des espaces de travail justement qui intègrent la bienveillance et en tout cas le respect à la fois intimiste des collaborateurs et à la fois de participatif. Et puis donc cette notion de RSE est également vraiment infusée en interne, comme je disais, comme en externe auprès des entreprises que l'on représente. Alors, il y a Jérôme Lebon, Crédit Agricole, qui veut parler, je crois, et il y a Vincent Parisot, Orange. Alors, on y va. Crédit Agricole, bonjour. Oui, bonjour à tous. Un mot simplement, merci et bravo aux 2 interventions que je trouve moi passionnantes. Un petit salut amical aux équipes de Basile, que je connais un peu plus. Et puis, pour moi qui aime bien manger, je vous conseille de tester, parce que c'est toujours un plaisir, je dirais, de déguster. Un bel ambassadeur, là. Voilà. J'en profite au passage en étant un client épicurien convaincu. Peut-être je reviens un mot pour dire, parce que le thème, c'est la performance et la performance globale.
pour moi, dans tout ce que j'entends là, les choix qui ont été faits, c'est pas des résultats, c'est pas une volonté de résultat à court terme. Donc, rappelez que quand on parle de performance et RSE, souvent on s'inscrit dans la durée. Il y a un facteur temps qui est essentiel, vraiment qui me paraît vital. Et dans ce que j'ai entendu là, si je prends le choix de Basile que je connais un peu le mieux, on le voit, c'est pas un choix simple. Je pense qu'on peut avoir des résultats peut-être à plus court terme, plus importants, mais dans la durée, les 3 dimensions, digitale, logistique, la chaîne alimentaire, c'est absolument fondamental. Et j'en profite, moi, pour vous donner deux points d'actualité. Le premier, qui est le fait qu'on travaille en ce moment sur un indice d'engagement sociétal. C'est-à-dire, en clair, la performance globale. Ce qu'on entend, nous, par performance globale, c'est la performance économique, le résultat financier, le chiffre d'affaires. Bon, ça, OK, c'est vrai pour tout le monde. Ensuite, on a un IER, l'indice d'engagement des collaborateurs. Classique, ça a été évoqué tout à l'heure. Ça fait partie, effectivement, des éléments clés. Mais il y a aussi ce qu'on va appeler, nous, l'IES, l'indice d'engagement sociétal. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire pour une entreprise qui est liée à un territoire, ce qui est notre cas, au même titre d'ailleurs que le témoignage de la CEPAC tout à l'heure, évidemment, sur les banques régionales par exemple, mais toute entreprise régionale, c'est finalement mesurer quel est notre impact sur un territoire économique, social, sociétal, humain. On est en train de travailler dessus, je vous en prépare, parce que ça nous paraît extrêmement intéressant de mesurer notre impact, au-delà simplement de dire pour une banque, voilà les volumes de crédit, voilà ce qu'on a fait, etc. Donc voilà, je trouve que je voulais vous témoigner. Le deuxième exemple, la deuxième actualité, c'est qu'on a lancé un projet il y a 1 mois, un appel à projet qui s'appelle Vivre et consommer local. Voilà, pour des startups ou des jeunes PME qui revêtent beaucoup de champs. Alors évidemment, la dimension de ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette, la dimension alimentaire, mais pas que, la dimension tourisme, la dimension digitale. On s'attendait à 20-25 candidatures. On a 70 candidatures de start-up et de jeunes PME qui ont beaucoup de projets, y compris, du coup, on y a mis un critère RSE de la durabilité de leur modèle et notamment de leur performance globale. Voilà. Donc à la fois, merci pour les témoignages qui sont passionnants et puis à la fois l'actualité qui nous concerne. Merci. Les startups et PME retenues, qu'est-ce qui va se passer pour elles? Alors, on fait un premier tri, parce que 70, on est un peu, effectivement, on est au-delà des espérances. Un premier choix de 15 startups qui vont pitcher la semaine prochaine devant nous à The Camp, en l'occurrence. Et puis, on va essayer d'aider les 15, mais il y en a 6 particulières avec un premier prix assez important, une dotation de 25 000 €, un accompagnement, on va dire, à la fois logistique pour les héberger si elles le souhaitent, mais surtout un accompagnement des 6 lauréats où on va créer du lien et des synergies avec tout notre écosystème d'entreprises clientes et non clientes et avec les acteurs du territoire. Parce qu'une start-up, ça a besoin d'argent, mais ça a aussi beaucoup besoin de liens et de mise en relation avec l'écosystème d'entreprises plus ou moins grandes. Ouais. Avant de donner la parole, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut ça parler, se précipite là. je reviens sur ce que disaient et Aline et Jérôme Lebon sur cette mesure de l'engagement du collaborateur dans l'entreprise. S'il n'est pas engagé, il se passe quoi en fait? S'il n'est pas engagé? Oui. D'accord. S'il dit non, je ne me sens pas intégré, je ne me sens pas valorisé dans ce que je fais, si c'est ça qui ressort, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment? On met en place Je sais pas, peut-être Aline ou Jérôme Lebon. Tout, c'est qu'on en attend, et moi j'aime bien ce qui a été dit par le premier témoignage. C'est surtout, on peut en attendre beaucoup plus s'il est engagé. Donc, je ne vais pas dire ce qui se passe de mal s'il n'est pas engagé. C'est surtout, faisons le pari, effectivement, on va dire, de nous polariser sur ce qu'on peut avoir en plus, évidemment dans le bien-être du collaborateur, mais aussi dans son engagement et dans le fait qu'il va être vraiment acteur dans l'entreprise et en dehors d'ailleurs. Parce que j'aimais bien aussi le témoignage de tout à l'heure en disant on valorise l'engagement aussi des collaborateurs en dehors de l'entreprise et sur le territoire. Juste pour répondre, Marie-Cécile, parce que tu m'as interpellé, pardon. Non, bien évidemment, c'est une mesure collective et pas individuelle dans le baromètre. Donc, mais après, ce qui est important, c'est de faire progresser des indices d'engagement à travers notamment la transversalité, le collaboratif, comment on intègre les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique et leur direction, dans des projets, des groupes de travail.
la transversalité, la pluridisciplinarité, c'est vraiment ce qui crée la transformation. Et juste, je rebondis sur la RSE et la performance économique, parce que c'est aussi le thème de votre hub. C'est justement ça qui va créer l'innovation de rupture. C'est que la RSE, c'est forcément transversal. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les entreprises, c'est que ça oblige et ça engage l'ensemble des directions d'une entreprise, des services techniques, au développement, à la communication ou autre. Et donc, par l'effet transverse, ça oblige les gens à travailler ensemble. Et ce qui crée de l'engagement pour les collaborateurs, c'est vraiment cette transversalité, cette pluridisciplinarité, parce que ça valorise chacun des métiers et on travaille en équipe et en transverse et c'est très vertueux. Et juste, je profite d'avoir la parole pour rebondir sur ce que dit Jérôme Lebon, parce que ce qui est intéressant aussi dans la RSE par rapport à ces valeurs RSE, c'est que le modèle coopératif, comme il dit, dont on est tous les deux issus, le modèle coopératif des banques régionales de proximité comme le Crédit Agricole ou la Caisse d'épargne CEPAC, c'est un modèle qui, dans son ADN, est de toute façon dans cette logique RSE parce qu'il y a la durabilité, parce qu'on n'est pas avec de l'actionnariat, on a des sociétaires qui sont engagés dans un sociétariat de conviction par rapport à des valeurs qui existent dans ces entreprises depuis 100 ou 200 ans. Et ça, c'est aussi un modèle qui est de toute façon vertueux, résilient et qui, dans ses gènes, a déjà la performance RSE. Et juste pour rebondir sur le consommé local, qui est bien sûr l'apanage des achats, bien évidemment, le choix. Je finis avec un exemple concret. Pardon ? Je finis avec un exemple concret pour rebondir sur Basile. Les achats, c'est bien évidemment de consommer local parce qu'on est des banques de proximité. C'est de choisir des traiteurs, par exemple, qui font de l'inclusion du handicap parce que là, on sera plus indulgent, parce qu'il y a de la qualité, parce qu'on donne du sens aussi au choix du prestataire qu'on utilise. Et consommer local, c'est aussi de faire du mécénat philanthropique vis-à-vis nous et de manger bien. Quand on a choisi de faire un soutien aux étudiants précarisés aujourd'hui, les 200 000 € qu'on va lancer, les 45 000 qu'on donne à la famille, c'est pas pour faire des paniers repas, c'est pour upgrader de façon qualitative les paniers repas qu'ils ont déjà. C'est pouvoir rajouter des produits frais, c'est pouvoir rajouter de la qualité, c'est pouvoir rajouter des produits locaux ou bio dans des paniers qui sont déjà et de venir en supplément d'une action vis-à-vis d'une association étudiante, par exemple. Voilà, c'était juste pour faire le lien avec aussi Basile. Et puis, on note, et ça c'est superbe, de voir que vous parlez aussi pour le Crédit Agricole. Donc ça c'est très chouette de voir Caisse d'épargne Crédit Agricole ensemble parler d'une même voix. Vincent Parisot, c'est à vous. Après il y a Delta et après il y a l'Union patronale et après on passe à notre invité de Floram. Vincent. Marie-Cécile, hello, bonjour à tous. Marie-Cécile a posé la bonne question, c'est quel est l'indicateur et comment est-ce qu'on mesure l'engagement et quelque part le bien-être au travail. Alors, on a tous des baromètres, comme c'était évoqué par Aline, on en a un tous les 6 mois sur le même principe. Nous, il y a un indicateur qu'on regarde, qui est un indicateur qu'on estime principal, c'est celui de la fierté de travailler dans l'entreprise. Est-ce que je suis fier de travailler dans l'entreprise ? Est-ce que cet indicateur-là progresse dans le temps ? Et cet indicateur-là, quelque part, il embrasse pas mal de choses. Il embrasse la qualité de vie au travail, il embrasse la façon avec laquelle les missions sont données aux différents collaborateurs. C'est quelque chose qu'on suit de façon extrêmement régulière. L'engagement, il va au-delà de... aujourd'hui, le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous, on pense que l'engagement, il va au-delà de « je fais bien mon travail, je réponds correctement aux clients », mais c'est plutôt comment une entreprise s'intègre dans la cité et fait partie de la vie de son écosystème. Alors pareil, comme toutes les boîtes autour de la table, on a des plans d'action d'entreprise. Nous, le premier plan, c'est le premier axe, c'est le réseau. Le deuxième, c'est l'innovation, la qualité de la relation client, etc. Et le quatrième, d'ailleurs, dont moi je suis porteur en tant que directeur de la com et de la RSE, c'est un espace autour de la RSE. Et ce qu'on a choisi, c'est de se dire, chaque salarié du territoire, donc c'est 15 000 sur la zone, chaque salarié du territoire, au moins une fois par an, a dû porter une action de RSE. Donc ça peut être quoi? C'est des choses qui sont proches de nos métiers, par exemple le numérique. On l'a vu pendant la crise, nous on l'a vraiment ressenti pendant la pandémie. Les gens qui ne maîtrisaient pas bien les outils numériques, qui sortaient du système et c'était d'une tristesse absolue. Donc on a développé beaucoup d'ateliers numériques en ligne, bien sûr, pendant cette période-là et on espère dans les boutiques bientôt. Eh ben, c'est pendant mon temps de travail, je suis volontaire
eh ben, j'accompagne des gens qui sont clients Orange ou pas d'ailleurs, hein. On peut s'inscrire sur Bien Vivre le Digital, n'importe qui peut le faire. Et on va leur expliquer comment on utilise un navigateur, comment on utilise Word, comment on utilise Excel, comment on utilise les basiques du numérique. Et ça crée un écosystème qui était plutôt positif et les salariés entre eux se sont challengés à réaliser de nombreux ateliers. Et puis, on a poussé la partie climatique aussi. On a vu cette période-là aussi a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses autour du climat, sur l'engagement d'utiliser que des véhicules électriques, parce que dans les poules, on a tous des véhicules thermiques et véhicules électriques, et il faut inciter les gens à les utiliser. Il y a tout un tas de croyances limitantes sur les véhicules électriques, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut extrêmement développer, surtout dans des villes denses comme les nôtres, que ce soit Nice ou Marseille. Et donc voilà, l'engagement, la promesse, c'est que chaque salarié ait porté au moins un engagement RSE par an. Alors, on le suit de façon globale, bien sûr, mais l'idée, c'est de créer une dynamique. Et dernier point, je vais essayer d'être rapide, juste tu demandais l'actualité tout à l'heure en introduction. On a lancé, entre deux confinements, on a lancé un programme qui s'appelait à destination des clients en boutique sur le recyclage des téléphones mobiles et sur la reprise des téléphones mobiles. Parce que vous avez tous, j'en avais parlé une fois, vous avez tous un tas de vieux téléphones dans vos tiroirs qui ont parfois de la valeur que vous sous-estimez et vous pouvez les ramener en boutique. Donc, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, quelque chose sur lequel les gens ont conscience qu'il y a des métaux rares, il y a des matériaux qui peuvent être recyclés dans les téléphones. Donc, cette conscience-là, on va un petit peu plus loin aujourd'hui. On s'est allié avec un certain nombre de nos homologues européens, Deutsche Telekom, Telefonica, pour dévoiler un indicateur qui s'appelle un éco-rating, en fin de compte, qui va être mis en place à partir du mois de juin, qui va permettre d'identifier les téléphones mobiles les plus respectueux de l'environnement. Donc, il y a 12 constructeurs. Merci Vincent. Merci Vincent. Merci Vincent. On est, voilà, il y a trop de monde. Tania, Delta Assurance, je crois. C'est ça, je me trompe? Oui, non, c'est Tania, ça va. C'est Tania. Je vais faire assez rapide. En fait, je voulais simplement témoigner pour le groupe. Alors aujourd'hui, Delta Assurance, mais je parle bien du groupe parce qu'effectivement, on est plusieurs entités qui menons chacun des actions. En fait, mon témoignage, c'est plutôt pour dire que nous, on est un peu moins loin que certains partenaires qui sont ici présents. En fait, on a 2 enjeux cette année notamment et qu'on lance de manière importante. La première, c'est de faire savoir tout ce qu'on fait au sein du groupe, parce qu'en réalité, l'entreprise amène plusieurs actions RSE, mais l'a jamais valorisé. Donc, il faut qu'on arrive à le valoriser en interne avant d'en faire une com externe, avec un objectif de sensibiliser et surtout de rendre acteurs les collaborateurs, parce que pour reprendre ce que disait Jérôme Lebon, on estime avoir un rôle sociétal, environnemental et économique. Et donc, c'est le projet Impact Positif qu'on a au sein de l'entreprise, qui doit jouer sur plusieurs leviers, environnemental aussi, mais surtout, c'est vrai, sociétal. Et donc, nous, en fait, on a plutôt une démarche qui va des petits pas, où on va essayer de faire des actions. Alors, par exemple, là, il y a un exemple assez rigolo, c'est qu'on va essayer d'utiliser les techniques de nudge. Je pense que ça vous parle peut-être certains, c'est des techniques qui permettent, par le biais de systèmes un peu décalés, de faire prendre conscience aux collaborateurs d'avoir, par exemple, d'éteindre les lumières le soir, des choses toutes bêtes comme ça. Donc, il y a ce premier niveau. Et puis, des choses un peu plus, disons, qui demandent des ressources et des moyens plus importants, comme par exemple notre participation à un projet avec la Fondation de Marseille, de la mise en place et de la mise en relation de talents pour des projets associatifs. Ça, par exemple, c'est un autre projet. Je vais laisser la parole à Sébastien, juste s'il veut compléter avec des exemples qu'on a très concrets aujourd'hui. Mais voilà, moi, mon message, c'était de dire que nous, on est dans une démarche de petits pas et déjà de sensibilisation des équipes avant de rentrer dans quelque chose de très industriel, comme a pu le présenter merci Aline. pour votre humilité. Et voilà, c'est chouette de montrer qu'effectivement, on ne fait pas des effets d'annonce. D'abord, on la construit bien à l'interne. L'union patronale, et après, c'est la dernière parole pour le moment. Vous inquiétez pas, vous pourrez la reprendre. Mais d'abord, on écoutera notre autre invité, Floram, et ensuite, vous pourrez rebondir. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. L'union patronale, allez. Bonjour, Thierry Zarka, donc UPE 13. Je suis donc le président de la commission entreprise durable. Donc ça, c'est notre actualité. On se saisit du sujet, évidemment. Et donc, comme vous l'avez dit au début,
les présentations sont évidemment très intéressantes. Il y a des entreprises aujourd'hui qui construisent leur business model sur le socle de la RSE, mais il y a aussi toutes les autres qui doivent se saisir de ces sujets absolument. Et vous l'avez dit tout au début, dans les TPE-PME, c'est encore une minorité. Et donc, on a l'intime conviction à l'UPE13 qu'on doit sensibiliser les chefs d'entreprise pour s'engager sur la voie du développement durable et la RSE. Pourquoi? Parce que d'abord, aujourd'hui, c'est un élément différenciant qui est accessible facilement et qui permet de booster son chiffre d'affaires. Mais demain, si les entreprises ne le font pas, ça sera un facteur d'exclusion. Aujourd'hui, on voit de plus en plus dans les marchés publics ou dans les marchés privés des clauses RSE auxquelles les entreprises ont du mal à répondre. Et donc, il faut absolument les sensibiliser sur le fait que c'est un enjeu pour leur avenir. Et donc, c'est notre ambition dans cette commission de les aider à se développer, à se saisir de ces sujets et à intégrer ces notions. Et puis, il faut aussi le dire, tout ça, c'est l'engagement du dirigeant. Hein. La RSE, elle ne fonctionne dans une entreprise que si le dirigeant est le véritable sponsor du développement de la culture d'entreprise qui intègre ces notions-là. Donc, si le dirigeant n'a pas une action proactive et n'a pas une forte conviction sur le sujet, eh bien, ça ne se développe pas. Donc, on a aujourd'hui tout un tas d'actions auprès des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent intégrer ces notions, se les approprier, se développer et donc ainsi participer à la pérennisation de leur activité pour le futur. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va attaquer on va interviewer notre invité. Je voulais juste vous dire une chose, j'en profite dans les actus. Je pense que la majorité des gens me connaissent, mais moi je suis Philippe Girard, je suis le fondateur et créateur des trophées RSE. On relance l'édition des trophées. Donc si vous avez des entreprises autour de vous et vous savez que ces entreprises sont RSE, on est en partenariat avec beaucoup d'entreprises et notamment l'Union patronale aussi. Voilà, donc faites-nous connaître les belles pépites, les belles entreprises que vous avez et pourquoi pas vous participer aussi au trophée RSE. Voilà, donc c'est gratuit la participation au trophée. Par contre, après, si vous voulez être partenaire, nous serons ravis de vous accueillir. Voilà. Alors Romain Rude, justement, vous parliez, Monsieur Zarka, de l'engagement du dirigeant, que tout repose, beaucoup repose sur la conviction du dirigeant. On en a un en face de nous, on va en profiter. Il s'appelle Romain Ruth, qui est à la tête de l'entreprise de cosmétiques bio Floram. Et vous, la RSE, vous y avez cru dès le départ et vous avez impulsé dans votre entreprise une politique RSE que vous avez pensé vous-même en fait. À Marie-Cécile, juste Biofloram pour présenter, c'est 70 salariés, c'est 13 millions de chiffre d'affaires et là on est loin d'une start-up PME. Ils vont très vite. Ça fait 30 ans d'existence. Voilà, il y a 30 ans d'existence derrière. Voilà. Oui, alors plusieurs choses. Il est vrai que le dirigeant a un rôle dans une entreprise comme Floram, mais c'est peut-être un peu plus facile quand on est une entreprise qui, dès le départ, a cette notion de vocation. Aujourd'hui, on parlait jadis beaucoup de développement durable, on parle tout le temps de RSE maintenant. Chez Floram et chez Cosmebio, qui est aussi l'organisme professionnel de la cosmétique biologique que je préside, on parle beaucoup d'éthique, tout simplement. Et c'est vrai que quand on a un projet d'entreprise qui, dès le départ, est relativement cohérent, c'est-à-dire fondé sur des bases assez solides, c'est un tout petit peu plus facile que de revenir, comme le font certaines entreprises, à la RSE. Très vous faites partie de ces entreprises familiales, vous ? Exactement, oui, c'est une entreprise qui est 100% familiale, alors qu'il y a des concours bancaires. Certains d'entre vous le savent peut-être. Enfin, je m'adresse à cet écran partagé qu'on a en face de nous. Mais c'est une entreprise, oui, dont les capitaux sont 100% familiaux. C'est une entreprise qui a donc une trentaine d'années. Et donc qui avait 10 ans quand elle a été j'avais 10 ans quand elle a été fondée et j'en ai pris la direction il y a une dizaine d'années. Donc c'est assez simple à comprendre de ce point de vue-là. C'est vous dire que
il y avait un passé avant moi dans cette entreprise et j'espère qu'il y aura un avenir après moi aussi, parce que c'est une entreprise qui a quelque chose de très simple à dire, qui essaye de réconcilier en fait dès le départ la santé et la beauté, avec des produits, des actifs qui sont des actifs naturels. Il y a une trentaine d'années, c'était difficile d'être visionnaire à ce point et de créer cette société. C'était pas très la mode à l'époque. Oui, exactement. C'était pas du tout à la mode. Alors aujourd'hui, on dit beaucoup pionnier, toutes les entreprises sont pionnières. De la même manière, il y a beaucoup d'entreprises qui sortent toutes les plumes. On parlait des pans tout à l'heure, mais qui sortent toutes les plumes pour faire les beaux, sans faire l'oiseau de mauvais augure. Il est clair que l'avenir n'est pas forcément toujours rose si on ne voit pas l'économie verte. Et dès le départ du côté de Floram, il y a eu cette vision qui consistait à considérer que la puissance des actifs naturels avait une vertu dans la santé et dans la beauté. Et ces actifs naturels, au départ, ils n'étaient pas forcément certifiés, pas forcément certifiables d'ailleurs. Et au fur et à mesure, Floram a participé à l'expansion de ce qui est devenu un vrai marché, qui est celui de la cosmétique biologique et de la cosmétique naturelle. Donc, deux piliers, deux jambes. D'un côté, les matières premières, l'aromathérapie, donc les huiles végétales, les huiles essentielles, les eaux florales qui sortent immédiatement de la distillation, qui sont extraits soit par expression à froid, soit à la vapeur d'eau, donc on fait difficilement plus naturel. Et de l'autre côté... Voilà, c'est un retour de moi-même, c'est vrai que c'est surprenant, ça m'a fait très peur. Et de l'autre côté, de la cosmétique biologique qui en fait démarre tout simplement avec des mélanges d'huile végétale, des mélanges d'huile essentielle et des mélanges d'eau florale. Je rappelle qu'avant la pétrochimie, on parlait de temps long tout à l'heure et de dire que la RSE, c'est s'inscrire dans le temps long. On peut remonter jusqu'à des reines d'Égypte pour faire des parfums qui sont directement issus d'eau florale, d'huile essentielle et d'alcool. En fait, tout sort de l'alambic. Voilà. Je voulais juste dire une petite chose, si vous me permettez, mais juste une petite chose. Tout à l'heure, on a parlé de la bio et on s'est dit très rapidement, on a évacué le sujet, enfin, vous avez dit très rapidement en évacuant le sujet que l'agriculture biologique n'était pas forcément favorable au bilan carbone et que c'était aujourd'hui des surfaces qui étaient autour de 5%. On peut avoir cette vision-là. D'abord, il y a certaines mesures qu'on peut assez facilement remettre en cause en ce qui concerne les bilans, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais pour l'agriculture biologique, on doit avoir, à mon avis, une stratégie et on peut constater que, par exemple, il y a 20% aujourd'hui des vins qui sont en France, qui sont en bio, et qui en quelque sorte sont créateurs d'une valeur ajoutée encore supérieure. Et dans notre région, le pourcentage est encore plus élevé. Une des manières de créer de la valeur et de faire en sorte que l'agriculture biologique soit cohérente et ait sa place dans notre économie et dans nos territoires, c'est de l'orienter aussi vers des produits à forte valeur ajoutée. Je dis ça parce que je rebondissais sur l'alcool, mais je dis ça parce que les huiles essentielles, ça fait partie aussi de ces choses qui permettent de ces matières premières qui permettent de bien valoriser un sol et qui ont un ancrage historique très très fort dans nos territoires. Donc effectivement, si on s'oriente uniquement vers le bas coût, vers la faible valeur ajoutée et qu'on s'éloigne de la vocation d'un terroir, eh ben, on se met à avoir effectivement une économétrie différente et on se met à avoir des bilans carbone désagréables, pour être tout à fait clair. Donc en fait, quand on est dans une logique complète de cohérence, parce que la RSE c'est une vraie cartographie, parce que si on raisonnait que bilan carbone par exemple, on arrêterait de faire une des dimensions du développement durable, qui est le commerce équitable, par exemple. Donc c'est toujours une cartographie, c'est toujours une question d'équilibre. Et du côté de Floram, on essaye, encore une fois, je ne veux pas faire le pan et à mon tour sortir toutes mes plumes, mais du côté de Floram, l'idée générale, c'est d'avoir une certaine cohérence dans ce panel d'engagement. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez parlé d'équilibre. Ouais. Alors, comment on gère cet équilibre? Comment on se dit, là, finalement, je fais du commerce équitable, l'exemple est très bon. Ouais. Donc, j'aide le commerce équitable, c'est que j'aide les producteurs d'un pays en les payant un petit peu plus cher à pouvoir avoir un agrément
personnel beaucoup plus important, En les etc. payant plus cher, en s'intéressant à la lutte contre la à eux, biopiraterie. Enfin, en il y a permettant aux enfants d'aller à l'école, etc. Exactement. Voilà, donc ça c'est super. Mais effectivement, en termes de bilan carbone, on est mauvais. Voilà. Alors, on n'est pas forcément mauvais, d'abord. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ça dépend quel type de transport on utilise. Parce qu'en fait, malgré tout, on peut avoir des types de transports différents. On peut mutualiser. Enfin, il y a des possibilités de cet ordre-là. De toute façon, je vais pas dire ça à des gens qui sont bien meilleurs que moi tout autour de cette table et derrière vos écrans en économie. Mais si on ne mesure pas, on ne sait pas. Donc la question, c'est de rentrer effectivement dans ces logiques de bilan carbone. Nous, comment on fait des choix? Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode. Vous êtes là pour témoigner. Nous, la manière dont on fait des choix, c'est très simple. On s'intéresse à des plantes qui sont des plantes endémiques. Si on parle d'ylang-ylang, c'est à Madagascar. Si on parle de titri, c'est forcément en Australie. Et si on parle du laiton du Groenland, c'est au Groenland. Vous voyez, je prends des essences qui viennent du monde entier, qui sont distillées du monde entier et qui sont présentes à notre catalogue. Là, de ce point de vue-là, on est obligé de faire au mieux, d'aller chercher ces essences qui ont des vertus spécifiques, ces huiles essentielles qui ont des vertus spécifiques. Et donc, la question ne se pose pas. Reste la question de la maximisation, de la minimisation des émissions, mais aussi de la maximisation du potentiel sur place, du développement économique sur place. Après, il existe un certain nombre de critères, qu'on soit à la plateforme du commerce équitable, qu'on soit ailleurs, on a la possibilité de faire en sorte que les critères du commerce équitable soient respectés de la manière la plus stricte. Voilà. Okay. Et c'est comme ça qu'on fait. Nous, donc là, vous nous avez parlé du volet environnemental, très important chez Floram, puisque c'est votre produit. Oui. Mais maintenant, sur le volet social. Quelle est la politique sociale chez Floram qui, pour vous, est accélérateur de performance économique? Alors, nous, on est un petit peu à l'ancienne sur ces sujets-là. Je ne vais pas faire mon gaulliste, mais c'est vrai qu'on est dans la participation, par exemple. Ça fait partie des logiques. Et ensuite, quand on est une entreprise qui a une croissance comme la nôtre, je pense qu'on est en mesure d'offrir des opportunités à nos collaborateurs. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a des personnes qui changent complètement de statut, je dirais presque à la mesure d'une start-up, qui démarre à la préparation de commandes, c'est un exemple qu'on a chez nous, et qui aujourd'hui s'occupe du pôle retail digital, vous voyez par exemple. Ça fait partie de ces choses sur lesquelles on n'a même pas, je dirais, besoin de s'engager strictement, mais ça fait partie des directions dans lesquelles, de fait... Mais dans l'idée de la gouvernance, par exemple, sur le partage de la richesse que votre entreprise gagne, quelle politique vous avez là-dessus? Parce que vous parlez de participation aussi, et de croissance. Intéressement, participation, ça fait partie des choses qu'on met en place. Vous disiez, c'est un vieil outil qui existe toujours. Pour vous, ça reste. Pour nous, ça reste très pertinent. Une bonne recette pour fédérer le collectif, pour engager le salarié, simplement. Quoi. On a des gens qui sont d'abord par la vocation de l'entreprise, pour être tout à fait transparent, qui sont déjà très très engagés. C'est-à-dire qu'on ne vient pas nécessairement chez Floram par hasard. Il y a un petit rayonnement local et ce rayonnement local est allé jusque à Paris, puisqu'on a un certain nombre de collaborateurs qui viennent directement de Paris pour participer à cette aventure. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous le disais, le capital, il est 100% familial. Ça fait partie de ces choses. Et puis, je vous donne un exemple très simple, mais on construit une nouvelle usine qui va être à peu près 4 fois plus grosse que celle qu'on a aujourd'hui, toujours à Saint-Rémy, puisque Saint-Rémy-de-Provence est sur nos emballages et un ancrage direct, si vous voulez, dans le territoire. Ça fait partie de ces choses que je ne suis pas sûr que mes salariés voudraient porter. Enfin, on a des endettements qui sont réels, donc ça fait partie de ces choses qu'on garde sur nous, voilà, sur nos têtes au sens propre comme au figuré. Vous supportez quand on dit nous, ça veut dire c'est le dirigeant et l'entreprise qui supportent ce risque-là. C'est-à-dire ma mère, mon père, mon frère et moi. Les actionnaires familiaux. Et c'est vrai que cette dimension familiale et cette dimension de transmission, c'est quelque chose dont on parle plus beaucoup, mais c'est vrai que quand on voit l'engouement pour le dernier sabotier de France de père en fils,
à la télévision, ça suscite beaucoup de vocations, on dirait. Et quand c'est dans des entreprises comme la nôtre, je pense que ça a une certaine importance aussi. Ça a une certaine importance aussi en ce qui concerne l'indépendance et le temps long. C'est-à-dire que quand on se projette dans les générations, ce qui est à mon avis complètement le cas, puisque évidemment, si tout va bien, on pourra encore transmettre cette entreprise à la 3e génération. Eh bien, je pense que ça fait partie des dimensions de la RSE. On n'est pas du tout court-termiste quand on est entreprise familiale. Vous l'avez d'ailleurs rappelé dans l'introduction à cette émission, conférence, je ne sais pas comment la qualifier. Ok, et comment vous préparez justement cette transmission et en même temps, des boîtes comme la vôtre, en plus vous êtes sur Saint-Rémy-de-Provence, je crois qu'il y en a pas mal quand même. Donc c'est quoi votre différence réellement par rapport à la concurrence, quoi? C'est pareil que Basile et ouais. C'est les valeurs. Vous affichez vos valeurs et tout à l'heure on disait que justement les valeurs sont porteurs de création de valeur. C'est ça quoi va votre... vous paraître dingue, mais quand vous dites qu'il y en a pas mal quand même, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des entreprises comme Floram. Je vais vous donner un ou deux exemples peut-être. Il y en a un qui est très scientifique, très technique et du coup, je dirais très mesurable. Il y en a un qui est lié au fait que Floram propose les produits qui sont les produits avec les plus hauts pourcentages en ingrédients d'origine biologique du monde, il faut le dire. Alors c'est très simple, hein, le référentiel Cosmébio, le référentiel de la cosmétique naturelle, le Cosmo Standard, si on parle au niveau européen, tout ce référentiel mesure les pourcentages d'ingrédients d'origine biologique et les ingrédients d'origine naturelle. Et il le mesure en toute transparence puisque c'est même une obligation d'affichage sur l'emballage des produits. C'est-à-dire que tous les consommateurs peuvent le voir. Et évidemment, c'est un organisme indépendant de certification qui peut débarquer à tout moment chez vous, telle une petite police privée, regarder la traçabilité de l'intégralité des ingrédients et qui donc cet organisme de certification qui certifie ces pourcentages. Et aujourd'hui, Floram est en mesure de proposer ces produits-là. Et de ce point de vue-là, c'est déjà relativement unique. Ensuite, enfin quand je dis relativement, c'est absolument unique, je dois le dire. Donc de ce point de vue-là, techniquement, c'est le cas. Ensuite, historiquement parlant, Floram est aussi l'héritier, si on ne parle pas de science, mais plutôt d'histoire, Floram est aussi l'héritier d'une très longue tradition et s'inscrit dans un territoire qui est un territoire complètement unique. Saint-Rémy-de-Provence, ce sont des plantes aromatiques qui poussent partout à l'état sauvage. Ce sont des plantes aromatiques qu'on peut récolter, qu'on récolte d'ailleurs, que ce soit directement dans les jardins, un peu à la mesure de ce qui se passe pour le néroli de l'autre côté de la Méditerranée, récolte à laquelle on participe aussi, mais aussi le romarin, le thym, la myrte et de l'hélicryse italienne qu'on a mis en culture juste à côté de l'usine. Tout ça, déjà, c'est un petit peu unique et je dois dire que sur ce territoire, nous sommes un peu seuls. Je veux préciser aussi, mais c'est peut-être un peu pour l'anecdote, mais que cette tradition des plantes aromatiques à Saint-Rémy-de-Provence et à Salon de Provence donc de l'autre côté des Alpes, hein, c'est une tradition qui est totalement ancestrale, à tel point que Nostradamus, qui était pharmacien et médecin, enfin, on n'a jamais su très bien s'il avait eu son diplôme, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais qui était donc pharmacien, ça c'est certain, formulait des confitures et des pilules. Les confitures à l'époque étaient considérées comme des médicaments à base de plantes aromatiques. Et en fait, cette tradition, elle a jamais quand distillation ne s'est jamais arrêtée. Et quand j'ai repris Floram à Saint-Rémy, on continuait à distiller sur le tour de ville et ça parfumait. Vous savez, quand on distille, ça crée une vapeur d'eau qui, quand elle est récoltée, devient l'eau florale. Ça parfumait la ville à Saint-Rémy. Là, finalement, vous parlez d'authenticité. Oui, je parle et vous dites que l'authenticité, ça fait partie de la RSE aussi. Donc, de mon point de vue, oui. Alors, c'est d'ailleurs une dimension qui est tout le temps oubliée. Et j'en viendrai à la question qui était le thème de cette rencontre aujourd'hui. Ouais. Après, on aura des questions. Oui. Est-ce que pour vous, puisque vous venez nous dire, en fait, moi, ma boîte, elle est par essence,
c'est sans jeu de mots, elle est RSE, puisqu'elle fait des produits bio, elle essaie d'aller chercher le plus de commerce équitable, etc. Exactement. Est-ce que au fil, depuis 10 ans que vous dirigez l'entreprise, est-ce que vous constatez que la RSE, c'est un vecteur de croissance? Quand on a une étiquette RSE, est-ce aujourd'hui, on est davantage recherché par des donneurs d'ordre, par des clients, que quand on n'a pas cette étiquette? Alors, je vous coupe 2 secondes parce qu'on m'écrit. Sylvain Gendre veut absolument prendre la parole. Et Sylvain va partir. Mais Sylvain s'en va. Sylvain s'en va. Il doit partir. Il nous l'a demandé depuis le début. Et il y avait une telle précipitation de parole. Donc voilà. Donc Sylvain, juste avant que vous partiez, et on vous reprend tout de suite avec votre parole. Ouais, je suis désolé, hein, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé très intéressant le premier témoignage parce que, effectivement, RSE, ça s'inscrit dans le temps long et je crois que maintenant, il y a pas mal d'entreprises qui sont dans cette logique-là. Mais nous, par exemple, Enedis, où on est une entreprise qui est forcément très exigeante parce qu'il y a des aspects sécuritaires très importants, on s'est rendu compte que cette bienveillance au quotidien, elle est quand même très, très importante. Et que, elle ne doit pas faire négliger, bien sûr, l'exigence, voilà, je le rappelle, qui est liée à la sécurité, mais cette bienveillance, elle est très, très importante. Et là où on essaye d'agir, je dirais, de façon, avec quelque part des victoires assez rapides, c'est qu'on essaye de s'astreindre maintenant. On avait toutes les semaines des points qui étaient faits avec les managers qui remontaient les points des équipes. Et souvent, ce qui remontait, c'était les problèmes. Et ce qu'on s'astreint à faire maintenant, c'est de remonter surtout les réussites et de voir qu'est-ce qui peut être partagé avec l'ensemble des équipes. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le premier témoignage intéressant. Et puis, les autres pas. Les autres pas intéressants. Non, mais il faut mais c'est pas très RSE de dire ça, monsieur. Il faut vous équiper Lycène Léon. Ce que vous dites là, c'est typiquement Lycène Léon. Merci Sylvain. Alors justement, je peux avoir authenticité. Justement, on revient à l'authenticité. Voilà. Justement, on parlait de la bienveillance. La bienveillance, c'est aussi l'authenticité. Et je fais le lien. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Vas-y Marie-Cécile. Bon, est-ce que c'est donc un vecteur de business, quoi, finalement? En fait, dans votre question, il y a plusieurs choses, comme souvent. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on est, encore une fois, quand on a dans sa vocation ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, mais qui encore une fois s'appelle au sens très large du terme une vision éthique, c'est un peu plus facile d'être cohérent. Je voulais juste rajouter, d'ailleurs, vous parliez de patrimoine, d'authenticité. C'est vrai que régulièrement, l'authenticité est servie comme, je dirais, un paravent à une forme de médiocrité. C'est-à-dire, on fait comme ça, on fera toujours pareil. On n'avance pas, quoi, on se renouvelle pas. Et puis c'est aussi une manière de dire on se met pas à jour sur un certain nombre de contraintes. Du côté de Floram, on essaye encore une fois, mais c'est plus facile encore une fois parce que c'est dans notre vocation, on essaye de faire en sorte que tout soit mesurable, certifié, mesuré, qu'on parle de bilan carbone, de bilan RSE, de certification encore une fois biologique. On essaye d'être sur nos deux jambes. Mais il y a régulièrement une jambe qui est oubliée parce que malgré tout, cette authenticité, quand elle est utilisée à bon escient, quand la production est locale, quand les partenariats sont locaux, par exemple, et qu'on n'est pas 100% dans les nuages, comme on dit aujourd'hui dans le cloud, dans les nuages ou dans les nuages fiscaux aussi, c'est-à-dire qu'on fait du forum shopping, de l'optimisation à tous les rayons. Eh bien, quand on est dans cet ancrage local, on est obligé, à mon avis, d'aller jusqu'au bout de cette logique et d'aller même dans une logique patrimoniale. Mais après, c'est presque une conviction personnelle qui est peut-être un petit peu moins partagée par mes salariés de ce point de vue-là. Enfin, même s'ils sont contents après. C'est-à-dire cette notion patrimoniale, c'est-à-dire de construire aussi avec des matériaux locaux. Par exemple, la boutique étendard qu'on a construite à Saint-Rémy-de-Provence, qui était au départ un peu pharaonique, mais qui aujourd'hui en fait est dimensionnée à notre poids économique en réalité, ça a été construit en pierre des Baux, avec des corniches qui ont été redessinées avec les traditions locales, mais avec des ancrages, des saignées en cuivrage pour faire en sorte que ça rappelle effectivement notre histoire, qui est l'histoire de l'alambic en fait. On s'est poursuivi de ce point de vue-là. Ok, merci. Alors on accueille deux nouveaux partenaires dans ce hub, Philippe Mignon
Philippe Mignon, Everest Isolation. Donc justement, là, vous avez un premier prix du trophée RSE de je ne sais pas quelle année, et le jury, quand on a fait nos 15 ans, de tous les trophées qu'on avait vus, a récompensé encore Philippe Mignon. Oh là, chapeau bas. Donc, si vous avez besoin d'isolation, voilà. Et en plus, alors Philippe, justement, comme on parlait d'aromathérapie, si je me souviens bien dans votre dossier, il y avait une histoire avec les plantes pour vos salariés, non? Aussi. Alors, non seulement il y a une histoire de plantes, bien sûr, mais il y a surtout une histoire pour l'isolation, parce qu'on s'est aperçu qu'une bonne isolation, il ne fallait pas qu'elle soit aussi le nourrisse nos rongeurs. Et donc, ce que nous avons créé chez Everest Isolation, on a créé un produit 100% naturel, qui est à base d'huile essentielle et d'argile. Et on incorpore cela dans nos isolants et tout simplement, eh ben, quand le rat ou la souris rentre dans l'isolant, avec l'humidité qu'il a sur son corps, il aspire ses poussières et les huiles essentielles se déchargent puisque les formules ont été créées par une pharmacienne et mon autre associé est un vétérinaire. Donc, on ne pouvait pas mieux trouver comme associé pour créer un bon produit répulsif. Après, pour les plantes, il est évident qu'on a également investi dans une société qui s'appelle Ceresflore, qui est basée à l'Oriol-du-Comtat. Et donc, cette société, elle va récupérer dans le milieu naturel des plantes, puisque la mémoire des plantes naturelles, ben, c'est la sécheresse, c'est effectivement la reproduction, et on reproduit ça sur les toits, pour des toitures végétalisées, pour des berges, dans les vignobles, et puis pour des plantes aromatiques aussi. Voilà un peu l'histoire. Ok, et on accueille aussi Ludovic Parizeau de NJ, qui est avec nous, je crois aussi. Donc, je ne sais pas si Ludovic veut dire quelque chose pour dire bonjour déjà. Et merci d'être parmi nous. Merci d'accueillir NJ dans le Hub RSE de la Provence. Bien évidemment, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été évoqué et le groupe s'inscrit dans la plupart des actions qui ont été mises en avant. Rejoindre le RSE, ça avait de l'importance parce qu'on a également d'autres actions fédératrices autour de la RSE dans la région, avec l'UP13 bien évidemment, c'était abordé tout à l'heure, avec le MEDEF, avec d'autres. Voilà, donc on a plusieurs également sujets d'actu, mais je pense qu'on en parlera ultérieurement. Et en tout cas, le groupe s'investit pleinement à l'échelle régionale et à l'échelle nationale et internationale également sur ces sujets de RSE au quotidien, que ce soit vers l'externe ou avec les collaborateurs. Bien, merci. Alors maintenant, justement, on a vu plusieurs sujets. On a vu la bienveillance. On pourrait dire qu'on a vu l'achat responsable, parce qu'en fait, quand on regarde chez Basile ou qu'on regarde l'authenticité aussi, et qu'on a eu le témoignage aussi de la Chambre des commerces sur le Business Act, on est aussi sur l'achat responsable et on est aussi sur l'authenticité. Donc peut-être s'il y a des entreprises qui ont envie de témoigner ou de dire encore un mot sur cette notion-là et des entreprises qu'on n'aurait pas entendues, enfin vous êtes nombreux, il y en a plein, SNCF, SFR, l'AMU, etc. Allez-y, c'est votre temps à vous. Si vous voulez interroger nos invités aussi, n'hésitez pas. Bon, moi, le temps que quelqu'un demande la parole, je voulais signaler… Marie-Cécile arrive avec ses 200 questions. Non, je n'ai pas 200 questions. D'habitude, j'ai 200 questions. Mais alors, bah, ça va pas être long. Votre discours, preuve que la RSE génère du business, votre discours a séduit l'un de nos partenaires dont je ne dirai pas le nom, après il le dira s'il voudra, mais qui m'a dit « super intervention et j'ai trouvé mon cadeau pour la fête des mères ». Ah ben voilà. C'est gentil. Voilà, donc on fait du business pour Léon. J'étais vraiment venu là que pour ça. Voilà, c'est ça. C'était pour la fête des mères. Alors moi, si personne ne prend la parole, je reprends quand même la parole. Désolée. Mais parce que voilà, pour féliciter justement cette troisième intervention. Je donne la parole tout de suite, Aline. Ouais. Il y a Dominique Olivier qui s'en va et qui voulait prendre la parole. Dominique Olivier qui représente les experts comptables. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tous. Voilà, vous m'entendez? Je sais pas. Oui, très bien, oui. Voilà, parce que j'entends, d'un coup, ça se baisse. Oui, c'est pour vous confirmer que l'expert comptable donc accompagne les entreprises au niveau de la RSE. Et pour tout ce que les intervenants ont discuté tout à l'heure, en fait, comment mesurer en fait l'impact de la RSE? C'est par une méthode de comptabilité environnementale qui est expérimentée dans pas mal de cabinets.
et dont la comptabilité CARE, en fait, hein, de nombreux modèles ont vu le jour. Hein, c'est une comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Et donc, c'est à mettre en place comment en fait mesurer l'impact fiscal dans un bilan, en fait, et avoir des notions RSE. Donc, un bilan. Et en fait, ça c'est quelque chose que vos clients vous demandent, vous leur proposez, il y en a beaucoup qui le demandent. Ils ne le demandent pas, mais peut-être que les banques le demanderont un jour. D'accord. Et il faut savoir aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle le troisième bilan comptable, qui est le bilan extra-financier. C'est-à-dire que 80% de la richesse aujourd'hui n'est pas comptabilisée dans une entreprise. La bienveillance, par exemple, ne fait pas partie, la marque ne fait pas partie d'un bilan comptable, les talents qu'on a ne fait pas partie d'un bilan comptable, etc. etc. Et donc aujourd'hui, les experts comptables, je le sais, travaillent sur ces questions. Voilà. N'est-ce pas, Dominique? Très vite, en fait. Hein, je pense que les banques seront sensibles à ce genre de demande, hein, puisque vous pouvez avoir un bilan super bénéficiaire et quand vous faites un bilan carbone et donc du coup on mesure l'impact dans une case qui pourrait s'appeler déficit environnemental, par exemple, je ne sais pas, on pourrait avoir un bilan tout à fait différent. Mais il y a des travaux assez sérieux qui ont été faits à ce sujet. Je ne sais pas si tout le monde connaît le rapport sur la nouvelle économie qui avait été rendu par Corinne Lepage à l'époque, sur les externalités. Il y a énormément de mesures qui avaient été faites sur la volonté au niveau national et au niveau des entreprises de prendre en compte les externalités positives aussi. Bon, c'est un sujet sur lequel non, mais on pourrait faire un sujet là-dessus parce qu'effectivement, quand on sait 80% de la richesse n'est absolument pas comptabilisée, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus et ça avance. Ça avance lentement, mais ça avance. On pourrait dire que c'est la RSE qui a inoculé la Covid parce que grâce à la Covid, jamais la RSE n'était autant au centre de l'information. SFR veut prendre la parole et après Aline. SFR, Pauline Vidal. Une fois, deux fois, trois fois, Pauline Vidal n'est pas là, SFR n'est pas là. Ok, Aline, quelle chance. Alors, brièvement, c'est ma dernière intervention, mais moi je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié la troisième intervention. Merci beaucoup. Et j'ai retenu deux mots que j'ai trouvé vraiment importants, c'est l'équilibre dans la cartographie de la RSE. Voilà, cette notion d'équilibre. Et nous, on travaille sur la trajectoire carbone. En face, il y a la problématique des déplacements, du télétravail. Mais il ne faut pas oublier les liens sociaux. On ne peut pas être à 100% télétravail et éviter les déplacements. Il faut garder du lien et de la cohésion sociale entre nos collaborateurs. Donc tout ça, c'est une question de curseur et d'équilibre. Et de la même façon, je voulais témoigner aussi sur on a un chantier zéro impression. Bien évidemment, pour répondre à la problématique de la performance économique, bien, on sait que c'est pour protéger les arbres et la planète, mais derrière, on va faire des économies et des réductions de charges, et qu'en plus de ça, ça oblige à la digitalisation. Et ça, c'est de l'innovation de rupture parce qu'en fait, se mettre dans ce processus-là, ça nous a permis d'affronter la crise et d'être en avance. Et quand le télétravail est arrivé, de pouvoir s'adapter avec agilité. Donc, à chaque fois, c'est de trouver, à travers les contraintes et ces trajectoires-là, des innovations qui permettent de se transformer de façon agile. Et le deuxième mot que j'ai beaucoup apprécié dans votre intervention, dans ce mot d'authenticité, il y a les matériaux qui sont le cœur de votre métier, mais il y a aussi quelque chose de très important dans la RSE, et là, c'est ma casquette de directrice com et RSE, mais c'est la notion d'authenticité dans la communication de la RSE. C'est qu'aujourd'hui, les consommateurs et les clients ont besoin d'une parole très juste, très vraie. On veut tous faire la RSE, on veut tous être utiles, mais plus que jamais sur ces sujets-là, on peut se prendre en boomerang nos prises de parole. Et le greenwashing a vraiment connu son temps et il faut que dans toutes nos actions, nos prises de parole et nos engagements, on soit très juste et très authentique vis-à-vis des clients et des consommateurs qui sont beaucoup plus avertis et beaucoup moins dupes qu'on croit. Voilà, c'est mon dernier témoignage. On ne parle plus de consommateurs, on parle de consommateurs. Et on pourrait rajouter aussi dans l'authenticité, ce qui est à mon avis la base même d'une entreprise et qu'elles le font très 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 peu, c'est aussi comment on crée l'authenticité, la libération des énergies dans l'entreprise, l'authenticité des salariés, comment ils peuvent s'exprimer, comment ils peuvent dire qu'ils trouvent ça chouette et pas chouette, quel cadre on crée dans une entreprise pour que cette authenticité elle existe.
Et vous savez qu'il y a une étude qui a été faite sur Google qui montre que la performance économique, il y a un programme qui s'appelle Socrate, et on dit que le deuxième levier de performance économique, c'est créer l'authenticité dans l'entreprise. Voilà, donc ça sera aussi un sujet qu'on pourra aborder qui est passionnant. C'est comment vous créez de l'authenticité dans vos entreprises pour pouvoir libérer ces énergies. Et voilà, et on l'a vu dans la Covid, quand on ne sait pas où le bateau va, c'est parce qu'on a libéré l'authenticité, c'est parce qu'on a créé ces conditions-là que les gens viennent vous dire peut-être les autres manières de voir. Et quand on ne crée pas ces genres de conditions, justement, personne ne dit rien et le bateau va dans l'iceberg. Marie-Cécile ? Fabrice, Marion, pour l'AFPA, vous voulez s'exprimer ? Oui, bonjour Marie-Cécile, bonjour Philippe. Oui, je rebondirai sur ce qu'a dit Aline, sur se transformer de manière agile, c'est ça qui me permet de prendre un petit peu la parole. Et effectivement, la RSE, c'est un parcours obligé aussi en formation professionnelle, même si on ne l'a pas forcément intitulé de cette façon-là depuis longtemps. On a intégré des gestes essentiels comme le recyclage. Avant, on avait peut-être tendance à un peu jeter rapidement quand on avait fait une formation de maçon, dans la chaudronnerie, dans le soudage, on jetait facilement les matières premières. On avait vraiment fait un gros travail maintenant pour recycler, pour réutiliser, ce qui n'était pas forcément évident. Le covoiturage, évidemment, pour les stagiaires aussi, c'est important, en lien avec les entreprises quand c'est de l'apprentissage. Ça, c'est important, même si c'est un peu atténué en ce moment à cause de la crise sanitaire. Et on a aussi des opérations au coup de poing de sensibilisation, notamment on a je pense à un exemple, on a la promo 16-18, c'est un dispositif qui a été mis en place avec le ministère du Travail et les missions locales pour accueillir des mineurs de 16 à 18 ans qui sont à la fois éloignés de l'emploi, mais également éloignés de l'éducation. Ils sont ni en emploi ni en formation. Et on les éduque aussi à ces gestes essentiels qui sont des gestes RSE. Sur le recyclage, on va les emmener sur les plages pour participer avec de multiples associations qui le font au nettoyage des plages, et aussi découvrir notamment la ferme pédagogique à Marseille, découvrir des gestes essentiels de l'agriculture, l'utilisation de produits de proximité. Tout ça, ça fait partie au quotidien des actions qu'on peut mener, qui ne s'appellent pas toujours RSE, mais qui font partie de cet ADN maintenant de la RSE et qu'on doit forcément apprendre maintenant en formation. Voilà ce que je voulais dire pour ajouter quelques éléments. Philippe. Ok, merci beaucoup. Ça y est, mon téléphone arrête de vibrer dans tous les sens. Donc je crois que vous êtes à peu près tous exprimés. Merci à nos invités. Merci à vous d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur vos réussites d'entreprise et ce qu'elles peuvent créer comme valeur, sans être automatiquement dans de la rentabilité, mais tout en étant dans la rentabilité, parce que ce qui est génial avec la RSE, c'est qu'une équation parfaite entre une réalisation de chiffre d'affaires et de résultats plus importants, tout en rendant des salariés heureux et en ayant un impact sur l'environnement le moins important possible. Je vous voyais avec le micro, Basile, vous aviez un mot à dire. Pas Basile. C'est vrai que pour la petite histoire, on m'appelle souvent Basile. Bah oui, c'est normal. Et vous, Léon? Je voulais faire un petit clin d'œil rapide à Jérôme Lebon. Dernièrement, ils nous ont commandé 3 frigos connectés pour leurs collaborateurs. Ça rentre dans le cadre du bien-être au travail, proposer une alimentation riche et équilibrée à l'ensemble des collaborateurs. Sachez que sur chaque 10 repas que Basile vend, on fait un don à des associations dans l'alimentation solidaire. Donc j'en profite qu'il y ait un auditoire riche aujourd'hui. Si vous souhaitez proposer des frigos connectés à vos collaborateurs, on est disponible. Voilà, merci. Ok, merci. Eh bien, maintenant, juste les prochains rendez-vous. Vous retrouverez pour le Hub Eco, on me dit, le 24 juin. Et nous vous retrouverons pour le Hub RSE le 21 juin. Notez la date à 17h et on vous retrouve le 29 juin aussi pour la visite d'entreprise du groupe Pernod Ricard avec sa responsable RSE et son président qui sera avec nous. Voilà, à partir de 11h30. Merci à tous et excellente journée et puis j'espère que vous aurez pris du plaisir autant que nous en aurons pris avec les invités. Et là, il y a la Provence qui arrive, qui ouvre la porte et qui me dit « Attention, il faut dire quelque chose ». D'accord. Le 21 juin est un rendez-vous là puisque je représente le Lab RSE que nous avons en partenariat avec la Provence. Mais nous fonctionnons ensemble, donc rendez-vous le 21 juin à 17h et rendez-vous le 29 juin aussi. Très très bonne journée. Merci Cécile. à tous. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.